Un matin d'été 1997, une petite fille a disparu lors d'un séjour de camping familial dans les Rocheuses. Les autorités ont conclu à un tragique accident, l'affaire a été classée et les recherches abandonnées. Mais sa mère n'a jamais cessé ses recherches. 18 mois plus tard, un murmure rauque provenant d'un lit d'hôpital rompit le silence et réveilla un cauchemar enfoui. Elena Mendoza se réveilla en sursaut, haletante, la sueur froide perlant sur sa nuque. Dans un rêve ou peut-être un faux souvenir où elle entendit la voix de sa fille appeler « Maman », un murmure aussi ténu qu'un brouillard, mais aussi tranchant qu'un couteau. Elle ne savait plus si elle l'avait vraiment entendu ou si c'était simplement le résultat de ces interminables nuits blanches, mais chaque fois que cet appel revenait, il portait quelque chose qui ressemblait à un message. La neige recouvrait les toits, des rafales de vent raclaient les vitres de la chambre comme les griffes d'une bête enragée. Dans l'obscurité, la pièce se refroidissait, non pas à cause du temps, mais à cause de l'absence d'un être cher. Elena se leva des épaisses couvertures, ses pieds touchèrent le parquet glacé, rappel brutal qu'elle était toujours en vie et toujours en souffrance. Elle se dirigea vers la porte en bois blanc au bout du couloir, celle de la chambre de Sofia. La poignée en laiton était froide au toucher. Elena l'ouvrit avec autant de douceur que si elle avait eu peur de réveiller un fantôme. Tout était comme le jour où Ricardo avait emmené Sofia camper. Elle se tenait au milieu de la pièce, sans rien faire, respirant simplement, sentant le vide grandir dans sa poitrine comme un trou noir. J'avais essayé de tout garder, j'avais essayé de fermer cette porte pour toujours, mais ensuite je l'ouvrais à nouveau et je la regardais à nouveau, comme une punition auto-imposée ou un rituel de souvenir. Puis elle entra dans l'ancien atelier de Ricardo, un endroit où elle n'avait pas osé mettre les pieds depuis longtemps, de peur que, voyant les objets qu'elle avait laissés derrière elle, le mari avec qui elle partageait un oreiller ne puisse le supporter. C'était une petite pièce, avec des étagères qui montaient jusqu'au plafond, un vieux bureau en chêne et un tiroir fermé à clé. Elle se souvenait encore du code, la date de leur mariage, le 11 mai. Le « clic » sonna sec et creux, comme un signe que quelque chose n'était pas encore terminé. À l'intérieur du tiroir, parmi des documents de construction et des factures immobilières, se trouvait une carte dessinée à la main. Ce n'était pas une carte touristique ordinaire, mais un croquis que Ricardo avait lui-même réalisé, des sentiers, des repères d'altitude et 3 points rouges marqués au stylo bleu. Dans le coin inférieur droit, une ligne indiquait, option 2, éviter les itinéraires touristiques. Elena fronça les sourcils. Elle se souvenait que Ricardo avait dit que son itinéraire passerait par l'est du parc national, où se trouvaient des sentiers touristiques, des postes de garde forestiers et même du réseau de téléphonie mobile. Mais les 3 points rouges se trouvaient à l'ouest, en bordure d'une zone reculée réputée pour abriter des camps de bûcherons illégaux. Pourquoi Ricardo aurait-il choisi cette route? Il continua ses recherches. Dans une petite boîte au fond du tiroir, il trouva un carnet en cuir fin et souple, du genre qu'il utilisait pour prendre des notes sur les chantiers lointains. En ouvrant la première page, il découvrit son écriture familière. Jour 2. Carlos se comporte bizarrement, il regarde autour de lui comme si quelqu'un l'observait. Elena feuilleta les pages, le cœur battant. Vers la fin, l'écriture commença à trembler légèrement, comme si l'auteur était inquiet ou pressé. J'entends quelque chose à l'extérieur de la tente. Je l'ouvre, je vois Carlos debout dehors, regardant vers les bois. Je lui demande, il répond, c'est juste un rêve, mais je vois des phares et quelqu'un qui emmène Sofia. Carlos dit que je rêve. Elena ne pouvait plus continuer à lire. Ses mains tremblaient, son esprit tournait. Les émotions s'écrasaient contre sa poitrine comme une vague géante. Ricardo avait vu quelque chose, il savait que quelque chose clochait, il avait essayé de l'écrire, de la prévenir. Mais pendant tout ce temps, elle était restée complètement inconsciente. Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Elena était assise, écoutant sa respiration se mêler au tic-tac de l'horloge murale, qui avançait lentement depuis l'année précédente. Elle se sentit ramenée à cette nuit, mais cette fois, ce n'était pas un cauchemar, c'était un souvenir emprunté à son mari disparu. Elena essuya ses larmes, prit le carnet et parcourut les pages comme si elle voulait immortaliser chaque trait d'encre sur sa peau.
Trop tard pour sauver son mari, mais peut-être pas trop tard pour sauver sa fille. Elle savait par où commencer. L'hôpital de réadaptation de Mexico se dressait sur une pente douce, adossé à une crête de pin, avec un parking enneigé devant. Rien ici ne laissait présager la vie, seulement l'odeur de l'antiseptique, les pas silencieux des infirmières et le doux bourdonnement des respirateurs. Un lieu pour des corps pas tout à fait morts, mais incapables de reprendre une vie normale. Elena arriva à l'improviste. Elle portait un sac vert mousse dissimulant un vieil enregistreur Sony que Ricardo utilisait pour enregistrer ses idées de travail. De l'extérieur, elle ressemblait à une ex-femme encore tourmentée, mais intérieurement, elle prenait le pouls de ses souvenirs, cherchant la première fissure dans un mur scellé par le mensonge. Ils l'ont emmenée dans la chambre 213A. Carlos gisait là, une version décolorée de lui-même, une barbe hirsute, les yeux fixés au plafond, une longue cicatrice derrière l'oreille gauche, là où il avait subi une craniotomie après l'accident. Le médecin a déclaré qu'il était partiellement conscient, mais que ses fonctions cognitives n'étaient pas complètement rétablies, autrement dit, il ne pouvait pas témoigner, ni être jugé, ni être contre-interrogé. Elena plaça une chaise près du lit et y déposa son sac. Elle ne dit rien. Carlos respirait régulièrement, sa bouche était légèrement ouverte et ses yeux clignaient lentement. Parfois, ses paupières frémissaient, comme s'il rêvait. Elena restait immobile, chaque heure passait comme une épreuve de patience. Elle observait chaque mouvement, chaque contraction musculaire, chaque murmure inintelligible. À la tombée de la nuit, Carlos commença à marmonner, pas fort ni de manière cohérente, mais avec un rythme faible. « Tu es jolie, comme une poupée japonaise, comme dans les vieux films. Ce n'est pas difficile à vendre, ce n'est pas ma faute ? Ricardo le sait. » Elena se pencha et alluma l'enregistreur. Le bruit familier bourdonnait dans son sac, si faible qu'elle seule pouvait l'entendre. Elle fit semblant de lire un magazine tandis que Carlos sombrait dans le délire, des mots répétés, entrecoupés de gémissements, comme un malade du paludisme. « Je l'ai poussé, il a roulé, du sang, il ne se réveillera plus, c'est fini, vide, vide. » Elena quitta l'hôpital au crépuscule, le soleil disparaissait derrière les montagnes. La neige avait recommencé à tomber, mais le ciel était teinté d'un étrange violet foncé, comme une vieille blessure non cicatrisée. De retour dans son petit appartement, il se prépara une tasse de café noir sans sucre. Auparavant, il n'en buvait pas le soir, mais depuis la disparition de Sofia, dormir était un luxe, et la caféine était devenue sa compagne. Il ouvrit le magnétophone, le rembobina et appuya sur « play », écoutant dans l'obscurité d'abord le bruit parasite, puis la respiration et le léger grattement contre le mur. Construite dans le mur pour accueillir fournitures scolaires, examens et matériel pédagogique, dont Manuel ouvre silencieusement sa boîte à outils et commence à en retirer les charnières. Chaque clou arraché est comme une épine qui se replonge dans la mémoire. C'est lui qui a construit les armoires en bois de cette salle de classe il y a près de 20 ans, lorsque le professeur Raoul a été nommé à l'école. Ses mains se souviennent encore du ponçage du bois, de l'application de chaque fine couche de vernis pour préserver la couleur dorée du chêne. Aujourd'hui, le bois a noirci, est couvert de moisissures et, par endroits, a pourri à cause des dégâts des eaux sur les murs. Lorsqu'il retire le dernier morceau de bois du coin le plus profond, un petit espace apparaît. Don Manuel fronce les sourcils, le touche et remarque soudain quelque chose d'inhabituel, un espace vide contenant un petit objet étranger. Il y plonge délicatement la main et en sort une boîte en fer blanc, cabossée et rouge, avec des bords rouillés. La boîte est si vieille qu'on dirait qu'elle va se briser si on la secoue. Pas de marque ni de signature, juste un ruban délavé noué lâchement. Don Manuel fixe la boîte un long moment. Ses mains tremblent, en partie à cause du froid et en partie à cause d'une étrange sensation qui monte dans sa poitrine, une sorte d'intuition paternelle, comme si la boîte contenait quelque chose qu'il n'avait jamais été prêt à affronter. Lorsque le couvercle s'ouvre, on découvre un fouillis confus de papier et quelques petites photos nettes en noir et blanc montrant Lupita assise en train d'écrire quelque chose près de la fenêtre de la classe. Ce ne sont pas des photos de famille, il ne les a pas prises. Une autre montre Lupita détournée, un carnet à la main, le visage légèrement triste, les cheveux tombant sur sa joue.
Don Manuel prend une grande inspiration, son cœur se serre. Sous les photos se trouvent des pages déchirées, avec des lignes manuscrites à l'encre bleue légèrement délavée. Un morceau de papier griffonné à la hâte, en majuscule et en minuscule. Ne fais confiance à personne. Ne dis rien. Ils penseront que j'invente. Et enfin, une lettre non envoyée, écrite d'une écriture impossible à confondre, celle de Lupita, légèrement inclinée vers la gauche. Le type d'écriture que sa fille utilisait pour écrire son journal depuis l'âge de 12 ans. Le professeur Raoul a dit que si je parlais, les gens ne me croiraient pas. Je me sens comme une ombre. Je ne sais pas si je fais quelque chose de mal, mais je suis fatigué. Je veux juste que quelqu'un le sache. Don Manuel laisse tomber le journal et s'effondre sur le sol de la classe. Il est adossé au mur, ses yeux sont fixés sur le vieux plafond, qui a pris une couleur de poussière enfumée. Il ne pleure pas, mais il ne voit plus rien clairement. Lupita murmure, comme si elle se tenait quelque part dans cette pièce, attendant silencieusement qu'on la voie. Soudain, la classe de littérature n'est plus une salle de classe. Elle devient un royaume de souvenirs où une jeune fille caressait le rêve de devenir écrivaine, écrivait ses premiers poèmes, faisait confiance à un adulte qu'elle admirait, peut-être, était si blessée qu'elle voulait disparaître de ce monde. Tout cela est dans cette pièce, dans les rayures sur le bord du bureau, dans les lignes de craie qui n'ont pas été effacées et dans cette boîte en fer blanc silencieuse. Don Manuel reste assis là un long moment, la lettre toujours à la main. La vieille question résonne dans sa tête, une question qu'il n'a jamais osé poser à personne, Y a-t-il quelque chose que tu voulais me dire, mais que tu n'as jamais eu l'occasion de me dire? Quand Don Manuel quitte la salle de classe, le soleil brille déjà en diagonale dans le couloir, projetant sa longue ombre comme une vieille ombre qui le suit. Il serre fermement la boîte en fer blanc. Pour la première fois depuis 5 ans, il n'a pas l'impression d'errer dans le deuil, mais plutôt d'y entrer véritablement, avec toute la volonté d'un père. La salle de classe de littérature est toujours intacte, mais aujourd'hui, ce n'est plus une salle de classe, elle est la preuve vivante de quelque chose que toute cette ville a choisi d'oublier. Le lendemain matin, Don Manuel se tient devant le commissariat de police de Tepoztlán, serrant contre lui la vieille boîte en fer blanc enveloppée dans un tissu. Il venait de pleuvoir légèrement. Des taches persistent sur les marches de pierre, rendant le sol glissant. Une odeur d'herbe mouillée et de terre rouillée flotte dans l'air. Cela fait longtemps qu'il n'est pas revenu ici. Le bâtiment est resté le même, la peinture est passée, la plaque signalétique ternie, et l'air est froid, comme un lieu qui abrite trop d'histoires inachevées. Don Manuel entre, chaque pas l'en met déterminé. La réceptionniste le regarde quelques secondes, puis hoche la tête. Don Manuel Garcia, le détective Rio va vous recevoir maintenant. Le bureau de Monica Rio est au 2e étage. C'est une agente récemment mutée, passionnée par son travail et chargée de responsabilités. La lumière froide des néons éclaire les épais dossiers. Elle est assise là, le dos droit, les cheveux soigneusement attachés, les yeux cernés, comme celle qui travaille souvent tard le soir, mais son regard conserve sa vivacité. Lorsqu'elle voit entrer Don Manuel, une pointe de gêne se dessine sur son visage, incapable de la dissimuler. Monica se lève et lui tend la main. Don Manuel, assis en face d'elle, hoche légèrement la tête. Il pose la boîte sur la table, comme si elle pesait 2 fois son poids. Monica ouvre la boîte. Elle prend soigneusement chaque photo et examine chaque lettre sans rien dire. Lorsqu'elle arrive à la dernière, celle de Lupita, la phrase « Le professeur Raoul a dit que si je disais, les gens ne me croiraient pas », l'arrête. L'espace se rétrécit. Don Manuel reste assis, silencieux, mais ses yeux ne quittent pas le visage de la détective. Elle voulait parler. Elle espérait que quelqu'un la croirait. Sa voix, grave et rauque, est couverte par le silence, Monica ne peut se résoudre à lever les yeux. Elle relit chaque ligne, lentement, puis empile soigneusement les pages, les serrant légèrement les unes contre les autres. Le silence dure si longtemps que Don Manuel entend presque le tic-tac de l'horloge dans le couloir. À ce moment-là, Monica dit doucement, comme pour avouer. Le cas de Lupita a été classé comme fugue. Nous. Je n'ai pas regardé assez attentivement,
je n'ai pas posé assez de questions. Il ne répond pas, mais dans son regard, il n'y a aucune culpabilité, seulement de la déception, une déception si froide qu'il ne cherche plus à blâmer personne. Monica se lève et sort un vieux dossier du tiroir, portant le nom de Lupita Garcia. La première page est le rapport du jour de la disparition de Lupita, une courte phrase, aucun signe de violence, fugue suspectée. Elle parcourt chaque page, chaque ligne du texte, comme si les mots étaient des coups de poignard directs dans sa poitrine, questions superficielles, conclusions hâtives, et personne n'a jamais posé de questions sur Raoul, le professeur exemplaire, celui en qui tout le monde avait confiance. Monica ferme les yeux un bref instant. Lorsqu'elle les rouvre, son regard change. « Je vais rouvrir le dossier, dit-il. » Don Manuel lève les yeux vers elle. Il ne demande pas, vraiment, ni pourquoi elle fait ça maintenant, il hoche simplement la tête. Comme quelqu'un qui a marché trop longtemps dans le brouillard et qui n'a plus besoin de lumière, mais de quelqu'un pour marcher avec lui. Quelques heures plus tard, Monica se trouve dans le bureau de son supérieur, le capitaine Pablo Westcott, qui a validé le dossier de Lupita cette année-là. Elle présente toutes les preuves, les mots de la lettre, les photos d'origine inconnue. Le visage de Westcott se crispe dès qu'il entend le nom de Raoul. Monica soupire et lève les yeux. Restez ferme. Pas de corps, pas de crime. Parfois, les preuves les plus solides sont celles qu'on ne voit pas. Et si vous ne trouvez rien, êtes-vous prêt à assumer vos responsabilités? Je n'assumais pas mes responsabilités avant. Maintenant, je le ferai. La salle entière est silencieuse. Westcott la regarde encore quelques secondes, puis hoche la tête. Il n'est pas d'accord, mais il ne la bloque pas non plus. Ce soir-là, Monica est assise seule dans son petit appartement du 3e étage. Elle rouvre son ordinateur, cherche de vieux courriels, des notes encore enregistrées, mais ce qui la retient, ce n'est pas le fichier, mais une vieille photo de Lupita. Prise lors de la cérémonie littéraire en seconde, Lupita se tient au milieu de la cour de l'école, le regard brillant, les cheveux attachés sur le côté, tenant un recueil de poèmes. Derrière elle, le professeur Raoul, le visage souriant, la main nonchalamment posée sur l'épaule de la jeune fille. Une photo ordinaire. Mais en y regardant de plus près, elle s'aperçoit que les yeux de Lupita ne sont pas fixés sur le professeur, elle regarde droit, profondément, l'objectif, et dans ses yeux, il y a quelque chose de pas tout à fait joyeux. Monica éteint son ordinateur et sort un petit carnet du tiroir. À l'intérieur figure le nom de chaque affaire qu'elle a traitée. Elle ajoute une ligne. Lupita Garcia a besoin de réponses. Et en dessous de cette ligne, il ajoute 3 mots simples, mais lourds comme un roc. J'ai eu tort. Don Manuel est allongé dans son lit, incapable de dormir. Il ne sait pas ce qui va se passer, ni où la vérité le mènera, mais pour la première fois depuis des années, il se sent moins seul. Sa fille l'appelait ainsi. Papa, tu m'entends? Maintenant, il a écouté. Le salon de thé Willow Leaf se trouve juste en face de la porte arrière du lycée Tépostlan. Une petite boutique aux murs de briques rouges et aux toits de tuiles grises, où flotte toujours l'odeur des pâtisseries et des feuilles de thé séchées, telle une fragrance de vieux souvenirs. C'était autrefois un lieu de rassemblement pour les élèves après les cours. Certains écrivaient même leur premier poème à la table d'angle près de la fenêtre, où le soleil de l'après-midi projetait son reflet oblique sur le bois sombre. Monica Rio choisit de s'asseoir là, une tasse de thé au gingembre à la main, regardant la cour jonchée de feuilles de jacaranda tombées. Elle ne vient pas ici pour se remémorer des souvenirs, mais pour rencontrer quelqu'un, Jenny Moore, qui figurait dans l'ancien dossier comme la meilleure amie de Lupita Garcia. Lorsque la porte du magasin s'ouvre, Monica la reconnaît immédiatement, une femme d'une trentaine d'années, grande et mince, dont le visage portait une trace d'innocence passée, mais qui arbore désormais le regard d'une adulte. Jenny est avec un enfant d'environ 3 ans, elle le confie au personnel et se dirige vers la table de Monica. « Désolé, je suis en retard », dit Jenny en souriant légèrement, mais ses yeux ne cachent pas son inquiétude. « D'accord. Veuillez vous asseoir. » Elle reste silencieuse quelques secondes,
le genre de silence entre deux femmes qui savent toutes deux qu'elles vont parler de quelque chose de difficile à avaler. Monica sort une photo de son sac à main, Lupita et Jenny à la fête de ses 16 ans, toutes deux coiffées de bandeaux avec l'inscription « Meilleures amies pour la vie », leur visage affichant un sourire radieux. Jenny fixe la photo un long moment, les lèvres légèrement pincées. C'était avant que tout change. Tu te souviens de ce qui s'est passé avant la disparition de Lupita? Jenny hoche lentement la tête, les yeux baissés. Il y en avait un. Je me souviens que c'était après le cours de littérature. Lupita est sortie en courant, les yeux rouges. J'ai demandé, mais elle a secoué la tête. Après ça, j'ai insisté. Elle a dit, le professeur Raoul a dit que j'étais spécial, mais j'ai peur. Monica fronce les sourcils. Tu l'as dit à quelqu'un? Jenny secoue la tête. Je pensais avoir mal compris. Qui aurait pu penser ça d'un professeur pareil? Je n'ai pas eu le courage d'y croire. Et Lupita n'en a plus jamais parlé. Ces mots sont comme un couteau qui transperce la peau du temps. Monica ne blâme pas Jenny, elle comprend clairement ce genre de silence, celui de la peur d'avoir tort, de la peur d'être prise pour une chimère, de la peur d'en faire tout un plat. Mais maintenant, assise là, les yeux de Jenny brillent d'un reproche inexprimé, et elle sait. La jeune mère porte ce fardeau depuis de nombreuses années. Elle n'était pas du genre à s'enfuir, poursuit Jenny. Elle rêvait d'être écrivaine. Elle me racontait toutes ces histoires. Comment quelqu'un comme elle a-t-il pu s'en aller sans rien dire? En sortant du salon de thé, Monica croise Ben Carter, un ancien élève qui s'asseyait au même bureau que Lupita. Aujourd'hui ingénieur informatique, il habite dans la ville voisine, mais continue de rendre visite à ses grands-parents à Tepostlan. Il se retrouve dans le parc, au bord du lac, où le vieux saule arbore encore ses branches vert pâles comme des cheveux argentés. Ben est un homme de peu de mots, mais lorsque Monica mentionne Lupita, il hésite puis hoche la tête. Lupita était une bonne personne, gentille et un peu rêveuse. Mais c'était aussi quelqu'un avec qui il n'était pas facile de se lier d'amitié, sauf avec Jenny. As-tu vu quelque chose d'étrange avant sa disparition? Ben reste silencieux un instant, regardant le lac ondulé. Un jour, je suis retourné en classe après les cours parce que j'avais oublié mon portefeuille. J'ai vu Lupita toujours assise là avec le professeur Raoul. La porte était à peine fermée. Il était tout près. Je n'ai pas bien entendu, mais Lupita ne levait pas les yeux, elle penchait juste la tête. Quand je suis entré, ils ont tous les deux sursauté. As-tu raconté cette histoire à quelqu'un? Je pensais que cela devait être une discussion normale sur les devoirs. Une fois de plus, cette « normalité » ressemble à un cœur d'erreur. Monica note les détails, mais ce qui retient son attention, ce sont les yeux de Ben, comme ceux de Jenny, empreints du regret de quelqu'un qui s'est un jour retrouvé près d'une porte entr'ouverte et qui s'est retourné. À la tombée de la nuit, Monica retourne au bureau. Elle demande au service informatique de récupérer les données de l'ancien système de messagerie. Cela prend des heures, mais elle finit par trouver une série de mails envoyés depuis le compte étudiant lupita.g@estudiante.sedu vers l'adresse email personnelle de Raoul. L'anomalie, aucun de ces emails n'existe sur le serveur de l'école, ils ont été supprimés du système principal, uniquement enregistrés dans la sauvegarde, un niveau que seule une personne possédant des connaissances techniques approfondies peut gérer. Elle ouvre l'un des derniers emails, l'objet est vide, le contenu se résume à une seule phrase. Si je disparais, tu seras plus en paix, n'est-ce pas? Monica reste assise en silence, le cœur battant lentement. Pas de point d'exclamation, pas d'expression de colère. Juste une question aussi glaciale qu'un couteau qui transperce la chair. Une jeune fille de 16 ans, qui écrivait des poèmes, qui croyait en la littérature et à la beauté, a été poussée à écrire cette phrase. Avant de quitter le bureau, Monica s'arrête devant le tableau de notes personnelles. Elle ajoute une ligne à la liste des cas. Ceux qui savaient mais ne croyaient pas. Ceux qui ont vu mais n'ont pas parlé. Puis, très doucement, il ajoute un mot. Il. La maison de Roberto Raoul est située au bout d'une rue tranquille, ombragée par des jacarandas,
à environ 10 minutes en voiture du centre-ville de Tepoztlan. Le toit est en tuiles grises, la grande véranda est équipée de 2 rocking chairs et d'un pot de lavande posé devant les marches. Tout est propre et paisible, comme si cet endroit appartenait à quelqu'un qui a quitté le monde bruyant pour rester avec des livres et un thé. Monica arrête la voiture devant le portail. Le ciel est légèrement nuageux. Les branches ondulent au vent, se frottent les unes contre les autres et émettent des murmures inintelligibles. Elle reste là un instant, prenant une grande inspiration. Le froid lui glace le dos, non pas à cause du temps, mais à cause de la personne qu'elle va rencontrer. Elle frappe à la porte. Un instant plus tard, elle s'ouvre. Roberto Raoul apparaît. Toujours avec ce visage, une barbe soigneusement taillée, des lunettes à monture fine et des yeux marron clair. Son regard est empreint d'une grande sérénité, comme celui de quelqu'un qui a appris à ne pas laisser ses émotions affleurer. « Qui es-tu et qu'est-ce qui t'amène ici ?» demande-t-il d'une voix grave et douce. « Je suis l'inspectrice Monica Rios. Je suis venue vous voir pour vous poser quelques questions. Entrez. Il se trouve que j'ai déjà préparé du thé. » Monica entre prudemment, comme dans un musée d'antiquité. La maison est exactement comme elle l'avait imaginé, des étagères qui montent jusqu'au plafond, des portraits d'écrivains classiques, un grand bureau près de la fenêtre, des stylos et du papier buvard soigneusement disposés. Tout est parfait, trop parfait pour ne pas susciter de soupçons. Elle s'assoit en face de lui. Le thé est servi dans une tasse en porcelaine blanche à motifs floraux vert pâle. Raoul est assis en face. Il prend la tasse de thé et en prend une gorgée. Monica hoche la tête. « Tu te souviens encore de Lupita ? » Bien sûr, un étudiant brillant, passionné de littérature, quelque peu sensible, et, si je peux être honnête, un peu trop imaginatif. Elle soutient son regard, ne le laissant pas vaciller. « Je ne suis pas venu ici pour écouter des évaluations académiques. » « De quoi as-tu besoin, alors ?» Elle sort une enveloppe de son sac. À l'intérieur se trouvent des copies des photos, des lettres manuscrites et un courriel. Elle ne dit rien, elle les pose simplement sur la table basse, les poussant légèrement vers lui. Raoul les ramasse et les examine page après page. Son visage est toujours calme, mais Monica, forte de ses années d'expérience en matière d'enquête, perçoit un léger changement, sa main qui tient la photo se crispe, ses jointures ressortent légèrement lorsqu'elle atteint la lettre écrite par Lupita. « Je suis fatigué. Je veux juste que quelqu'un le sache, même si ce n'est que ce mur, Zrenia. » Il pose la lettre face cachée, regardant directement Monica. « Où as-tu trouvé ça ? Je devrais leur demander pourquoi ils se sont cachés dans leur classe pendant 5 ans. » Raoul se penche en arrière sur sa chaise, ses yeux ne la quittent pas. Lupita était une fille à l'imagination débordante. Je pense qu'elle a confondu ses sentiments et s'est enfuie, pensant avoir été trahie. L'as-tu déjà gardée après l'école ? J'ai retenu de nombreux étudiants pour des discussions. C'est ma responsabilité. Seule Lupita écrivait des lettres comme celle-ci, et c'est seulement dans sa classe que nous avons trouvé des preuves, répond Monica d'une voix égale et froide. Aucun autre élève n'a écrit. Si je disparais, tu seras plus en paix, n'est-ce pas ? Raoul reste silencieux. En quelques secondes, Monica réalise quelque chose qui n'a pas besoin d'être confessé, le silence n'est plus un déni, mais une fuite. Elle s'apprête à parler lorsque le carillon éolien retentit doucement devant le porche, et Don Manuel Garcia apparaît derrière la porte vitrée. Il n'entre pas, il se tient là, les mains pendantes, les yeux fixés sur Raoul. Ce regard n'est pas celui d'un père rendu fou par la perte, mais celui de quelqu'un qui a cru, qui a respecté, et qui ne voit plus qu'un profond vide dans sa foi. Raoul le voit aussi. Son visage ne change pas de couleur, mais ses épaules se tendent légèrement. Monica sent la tension se répandre comme une nappe d'huile. Don Manuel se détourne, sans un mot. Raoul se retourne et pose sa tasse de thé sur la table. « Je vous demande de quitter ma maison si vous n'avez pas de mandat de perquisition. Je vous ai dit tout ce que je sais. » Monica se lève, prend le dossier et se dirige vers la porte. Sa main touche la poignée, puis s'arrête. « Vous savez,
maître Raoul? Sa voix est légère, mais résonne clairement dans la pièce silencieuse. La vérité ne disparaît jamais, elle attend juste que quelqu'un soit assez courageux pour la révéler. La porte se referme derrière elle. Le vent souffle à travers le porche, faisant bruisser les feuilles sèches. L'odeur chaude du thé flotte encore dans la maison, mais Monica sait que, cachée sous cet arôme, se cache l'odeur de moisi de secrets couvés depuis 5 ans. Don Manuel et elle échangent un regard, ils n'ont pas besoin de parler, car ils savent déjà ce qu'ils doivent faire et peuvent imaginer la vérité si longtemps cachée. Sur le chemin du retour, Monica n'allume pas la radio. Elle laisse le silence s'installer dans la voiture, non pas pour se reposer, mais pour confronter ses sentiments. Elle pense aux yeux de Raoul, ce ne sont pas ceux d'un innocent, mais ceux de quelqu'un qui prépare sa défense depuis des années, sans jamais imaginer devoir la prononcer. Et elle sait pourquoi elle ne peut pas le regarder honnêtement dans les yeux d'un père comme Don Manuel. Elle se dit, cette fois, elle ira jusqu'au bout. Le ciel de Tepoztlán est gris, comme l'intérieur d'un cercueil. Les nuages bas se déplacent silencieusement, si lentement qu'ils suffoquent. Le vent printanier ne souffle plus doucement, il est froid et âcre, comme un rappel, quelque chose est sur le point de basculer, de la base jusqu'au cœur de ceux qui ont autrefois choisi le silence. L'inspectrice Monica Rio quitte le commissariat avec une pile de papiers à la main, le mandat de perquisition et les plans des fouilles. Raoul a avoué la veille, dans la salle d'interrogatoire isolée, sans journaliste, sans public et sans espace pour agir. Je ne voulais pas le faire, dit-elle d'une voix sèche mais ferme. J'avais peur. Je lui ai dit de ne rien dire, mais quand elle a dit qu'elle allait tout dire à son père, je n'ai pas pu me contrôler. Monica ne répond pas, elle reste silencieuse tandis qu'elle feuillette chaque page du dossier, chaque entrée du journal, chaque photo. Quand Raoul baisse la tête, ses petites épaules s'affaissent soudainement, non pas par regret, mais parce qu'il sait que la célébrité ne peut sauver celui qui a creusé sa propre tombe. Aujourd'hui, l'équipe médico-légale, l'équipe de fouille et la police se concentrent sur le terrain de football situé derrière le lycée Tepoztlán, un lieu qu'aucun élève n'a fréquenté depuis longtemps. De l'autre côté du terrain abandonné, une clôture en fer rouillé entoure une herbe envahissante, au-delà, une trappe technique recouverte de filets et de morceaux de bois pourris. Raoul n'est pas présent, mais Monica tient un schéma qu'il a dessiné lui-même, un croquis grossier mais clair, avec un X indiquant l'endroit où la trappe a été obstruée par du ciment brut. Don Manuel Garcia arrive également, mais il n'entre pas dans la zone de fouille, il se tient à bonne distance, les bras croisés, les yeux fixés sur chaque mouvement. Personne ne l'appelle par son nom, personne ne parle, car ce silence est plus fort que n'importe quelle question. Le bruit de la machine à découper résonne, suivi du craquement sec du barbecue qui brise le béton. Le bruit est rauque, et résonne dans toute la cour vide. Monica porte des gants, debout à côté du matériel médico-légal, la première couche de ciment se fissure, révélant une odeur d'humidité mêlée à un léger arôme de pourriture, une odeur que toute personne exerçant cette profession reconnaît instantanément. Lorsque la trappe s'ouvre, les lumières pénètrent dans un espace restreint, froid et silencieux. Là, sous une vieille bâche en lambeaux, s'étend une couche de terre rugueuse et inégale. Dessous, il découvre des ossements humains, un squelette incomplet, encore en forme de corps, les bras croisés, une jambe légèrement pliée, et un crâne légèrement cabossé, comme s'il avait reçu un coup. À côté du corps se trouve un autre objet, un petit carnet à la couverture vert jade. Monica s'agenouille avec précaution, le ramasse et l'enveloppe dans un sac de conservation des preuves, sans l'ouvrir immédiatement. Elle sait que ces pages ne contiennent pas une accusation, mais le dernier murmure d'une jeune fille de 16 ans qui aimait la poésie et ne demandait qu'à être entendue. Lorsque le journal arrive au laboratoire médico-légal, c'est Monica qui ouvre la dernière page. Bien que l'écriture soit effacée et que l'encre soit brouillée par l'humidité, la dernière ligne est toujours claire. Je t'ai cru. Je te trouvais spécial. Maintenant, je veux juste rentrer à la maison. Monica ne pleure pas, mais elle doit s'asseoir, non pas par émotion, mais parce qu'elle a l'impression qu'un couteau a touché au plus profond de sa responsabilité. Pour la première fois depuis 5 ans, Lupita parle, non pas avec des mots vivants, mais avec des mots écrits, alors qu'elle n'avait plus rien à quoi se raccrocher.
Don Manuel reste debout devant le terrain de football pendant que l'équipe médico-légale ferme la trappe. Quelqu'un s'approche doucement de lui, s'excuse et l'informe qu'il s'agit bien de Lupita. Il ne hoche pas la tête et ne dit rien, il ferme simplement les yeux. Cela fait longtemps qu'il ne l'a pas fait pendant la journée, non pas pour dormir, mais pour écouter le vent, le bruit de la pelle, le chant des insectes, et même un murmure occasionnel que lui seul peut entendre. Elle était là depuis le début. C'est juste que personne n'a regardé au bon endroit, personne ne l'a touché, personne ne l'a serré dans ses bras. Don Manuel n'a pas besoin de ça. Il a besoin de temps pour que la douleur s'apaise, non pas avec des larmes, mais avec la vérité. Un père n'a pas besoin de jugement ni d'excuses, il a juste besoin de savoir. De savoir que Lupita ne s'est pas enfuie, de savoir qu'elle a frappé à la porte, et de savoir que, désormais, elle n'est plus dans l'obscurité. Au journal télévisé du soir, le reportage parle des fouilles, mais personne ne montre le journal ni n'en diffuse la dernière ligne. Seule Monica, qui en conserve une copie, est dans le bureau et relise chaque mot, comme si elle lisait un testament rédigé non pas par la loi, mais par le cœur d'un enfant qui n'a jamais été véritablement entendu. La petite maison en adobe de Don Manuel, à flanc de colline, était un foyer chaleureux pour 3 personnes. Il n'y reste plus que lui. Il vit au son du craquement du parquet et de la faible lumière du soleil filtrant à travers les rideaux. Depuis la mort de sa femme, il a tout conservé tel quel, la table à manger avec ses 3 chaises, la tasse que Lupita aimait utiliser le matin, le dessin griffonné de la petite fille scotché au réfrigérateur. Depuis 5 ans, rien n'a changé, si ce n'est que la personne qu'il désirait en garder n'est plus là. Aujourd'hui, Don Manuel est assis à son vieux bureau. Autrefois utilisé pour fabriquer de simples meubles en bois, le dernier journal de Lupita y repose désormais. La couverture du livre est vert jade, usée sur les bords. L'odeur de vieille encre se mêle à celle du moisi. Monica le lui a offert ce matin, une copie réimprimée de l'original, le papier déchiré et détrempé n'a pas pu rester intact. « Je pense que tu devrais le lire », dit-elle simplement, sans ajouter un mot. Don Manuel pose sa main rugueuse sur la couverture du livre. Pour la première fois depuis toutes ces années, il ne se souvient pas seulement de Lupita, il entend à nouveau la voix de sa fille, à travers l'écriture, à travers les murmures des pages. Il ouvre la première page. 14 septembre. J'aime le printemps, mais ces derniers temps, je le trouve triste, comme si quelqu'un murmurait quelque chose que personne n'entend clairement. Moi aussi. Un vers simple. Mais Don Manuel le lit et le relit, comme s'il lisait un texte sacré. Il tourne les pages, une à une, sans se presser. Chaque vers est une coupure, pas nette, mais profonde. Le maître Raoul disait que j'avais l'âme d'un artiste. Au début, j'étais heureux, mais ensuite je ne comprends plus pourquoi. Quand il est près de moi, j'ai envie de disparaître. Mes amis ne m'écoutent pas. Il rit quand je dis que quelque chose ne va pas. Je n'ai plus envie d'écrire. J'ai peur que mes mots soient mal interprétés. Don Manuel saisit le livre avec légèreté. Les lignes ne sont plus claires, mais le sens est aussi tranchant qu'un couteau. Souvenez-vous des nuits où la fille fermait la porte de sa chambre en disant « Je suis fatigué, papa. Je lirai les poèmes plus tard. » Il se souvient des matins où Lupita partait tôt à l'école, mangeait vite et ne voulait pas parler. Il pensait que c'était l'adolescence, la personnalité de l'artiste, que la jeune fille avait besoin de son propre espace. Il ignorait que c'était dans cet espace que Lupita essayait de se battre, de crier, et qu'elle ne recevait en retour qu'un silence cruel. Je ne sais pas ce que je fais de mal. Je ne veux juste pas qu'on me touche. Mais si je dis quoi que ce soit, j'ai peur qu'il me déteste. J'ai peur qu'on pense que je mens. J'ai peur de perdre la classe que j'aime. Don Manuel s'arrête. Ses mains tremblent, non pas de colère, mais parce que son cœur lui fait si mal qu'il ne peut contrôler ses doigts. Plus de larmes, seulement une respiration haletante, brisée comme le vent qui frappe le verre. Il pose la tête sur la table. Dans sa tête apparaît l'image de Lupita à 10 ans, assise en train de souffler des bulles de savon sur le porche, les cheveux avec quelques mèches de mousse, riant lorsqu'elle dessine des animaux sur la table en bois.
Papa, j'écrirai une histoire sur cette table. La table peut parler, papa. Cette petite fille est toujours là, mais elle ne parle plus qu'à travers des pages d'encre humide. Don Manuel lève la tête. Pour la première fois depuis 5 ans, il sort une feuille blanche pour écrire. Il ne sait pas ce qu'il écrit jusqu'à ce que les mots apparaissent dessus, 2 doigts qui bougent d'eux-mêmes, comme si son cœur parlait. Lupita, je l'ai lu. Chaque mot, chaque ligne, tu as parlé, mais je ne t'ai pas écouté. Je n'ai pas vu que tu te noyais, car je me croyais assez bien pour te protéger. Je n'ai pas vu, je n'ai pas demandé, je n'ai pas osé pénétrer ta peur. Tu étais chez toi. C'est juste que je n'ai pas eu le courage d'entrer dans la bonne pièce. Je suis désolé. Il pose la plume et contemple son écriture inégale, tremblante par endroits, maculée d'encre par endroits, car sa main l'a touchée avant qu'elle ne soit sèche. Pour la première fois depuis des années, Don Manuel a le sentiment d'écrire quelque chose de vraiment honnête, et non quelque chose qu'il cherche à convaincre, à justifier ou à protéger ses propres sentiments. Il quitte la table et se dirige vers l'ancienne chambre de Lupita, celle qu'elle fermait et déverrouillait à chaque fois, luttant contre la douleur. Au mur, on peut encore voir les images que Lupita a dessinées elle-même, une fille brune assise dans un champ de marguerites blanches, une petite maison au bord d'un ruisseau, un arc-en-ciel reliant 2 collines. Tout cela ressemble à des illusions d'enfance que personne n'ose toucher ni réparer. Don Manuel est assis sur le lit de sa fille, cherchant de la main l'oreiller décoloré. Dessous, il trouve un vieux morceau de papier, l'écriture de Lupita, griffonnée il y a longtemps. Papa, si je suis triste, tu me fais un câlin? Il porte le papier à ses lèvres, le touchant légèrement. Je le ferai, ma fille. Je ne voyais pas à quel point tu étais triste. Il reste assis dans cette pièce un long moment, sans rien dire de plus, n'ayant plus rien à faire. La pièce semble se rétrécir, plus propre, plus chaleureuse, comme un lieu d'attente, et pour la première fois, Don Manuel ne la voit plus comme la relique d'une tragédie, mais comme la trace d'une âme qui a vécu, aimé, souffert et écrit. Il se lève et se dirige vers le porche. Le vent souffle légèrement, emportant le parfum des marguerites sauvages, la fleur préférée de Lupita. C'est la fin de l'après-midi, le soleil pâle éclaire l'herbe. Il regarde vers la colline où le petit sentier mène au terrain de football, maintenant la scène du crime. Il n'y a plus personne, juste lui et un après-midi tranquille, non plus glacial, mais soulagé car la vérité a été dite, Lupita a été entendue, et j'ai enfin entendu ta voix à nouveau. Ce matin, à Tepoztlán, le ciel est d'un blanc laiteux, tel un léger brouillard. Le vent froid balaie la colline aux marguerites derrière le lycée, un endroit que les élèves appellent encore, la colline des idées. Autrefois, lorsqu'elles étaient étudiantes, Jenny et Lupita séchaient les cours de sport pour s'asseoir ici, écrivant des poèmes au dos de vieilles copies d'examen, riant quand le surveillant ne les retrouvait pas. Aujourd'hui, Jenny revient, non pas pour écrire de la poésie, mais pour présenter les excuses qu'elle n'a jamais eu le courage de prononcer. Elle tient à la main un bouquet de marguerites blanches et un vieux carnet recouvert de velours rouge, le carnet de poésie de 2 amis qui pensaient toujours cheminer ensemble jusqu'à la fin du lycée. Jenny est assise dans l'herbe. Les marguerites éparses lui touchent les chevilles, froides comme des souvenirs. Elle ouvre son carnet, feuillette les pages jaunies, poèmes naïfs, émotions adolescentes, et parmi elles, un poème inachevé intitulé « Printemps incolore », écrit en 2 écritures, l'une oblique, l'autre droite. J'aime la couleur des feuilles qui se fanent avant de tomber. Je n'ai pas peur du froid, si quelqu'un m'accompagne. Souvenez-vous de ce jour où Lupita a écrit ceci après un long après-midi passé assise sans parler. Jenny a demandé un jour. Pourquoi n'as-tu pas peur de la saison froide? Lupita sourit faiblement, car pendant la saison froide, tout le monde a besoin de quelqu'un. Sur le moment, elle ne comprenait pas, maintenant, elle comprend, mais c'est trop tard. Jenny sort un mouchoir et s'essuie délicatement les yeux. Elle n'a pas l'intention de pleurer, du moins pas devant quelqu'un qui ne peut pas réagir. Mais quand les souvenirs lui reviennent, ses yeux pleurent sans prévenir. Lupita était très confiante, se dit Jenny. Elle croyait que tout le monde avait un bon côté, même quand elle avait peur, elle cherchait la beauté en chaque chose.
Elle disait, si tu as peur mais que tu peux encore voir la lumière, alors tu es toujours en vie. Moi, je suis tout le contraire, prudente, réaliste et un peu froide. Je pense que se taire est un bon moyen de rester en sécurité. Mais je ne comprenais pas que certaines personnes ont juste besoin d'un regard bienveillant pour ne pas s'effondrer. Je ne leur ai pas lancé ce regard. Il prend le cahier et le tourne jusqu'à la dernière page avec l'écriture de Lupita, le poème inachevé. Si j'étais le fleuve et que tout le monde passait sans regarder en bas, je pourrais quand même couler jusqu'à la mer. Jenny fixe cette ligne un long moment. Chaque mot est comme une épine. Elle réalise que Lupita n'avait pas seulement besoin d'une amie, mais d'un témoin, quelqu'un qui oserait croire, questionner, rester là et ne pas se détourner. Mais Jenny se détourna, non par malice, mais par peur de voir ce qui ne lui était pas familier. « Je suis désolé, dit-il doucement. Je n'ai pas eu le courage de te voir comme il faut. » Elle sort un morceau de papier, un nouveau poème, écrit la nuit dernière après avoir lu l'intégralité du journal publié. Cette fois, ce n'est pas un poème pour deux personnes, mais écrit par une personne encore en vie, pour quelqu'un qui ne pouvait plus attendre. Si jamais tu m'as appelé, maintenant je t'entends. Si jamais tu as pleuré, maintenant je pleure. Mais si jamais tu as vu tout gris, maintenant je vois que mon cœur est sans couleur. Jenny garde le poème longtemps. Elle ne sait pas si quelqu'un le lira, l'imprimera, ou même s'en souciera. Mais ce n'est pas grave, car cette fois, elle n'écrit pas pour partager, elle écrit pour expier. Une semaine plus tard, le poème figurait en première page du journal de l'école de Tepostlan, non pas comme un texte littéraire, mais comme un témoignage. Juste sous le titre, « Souvenir du printemps », on trouve la phrase qui fait taire de nombreux élèves de terminale. Lupita vivait ici. Cela n'a besoin d'aucune explication ni de détails, juste de cette phrase, suffisante pour que tout le monde comprenne, la fille au poème triste marchait un jour dans ce couloir, s'asseyait au fond de la salle de littérature, laissait la lumière briller sur son cahier et voulait être entendue. Jenny se tient devant la salle polyvalente, l'ancienne chambre de Raoul, et regarde par la porte vitrée. À l'intérieur se trouve désormais une bibliothèque d'auto-apprentissage avec des lumières chaleureuses, des étagères ouvertes et un petit coin où sont exposés des cahiers d'écriture libre. Au milieu se trouve un cahier nouvellement recouvert, intitulé Lupita, Histoires inédites. Jenny ne signe pas son poème, mais tout le monde sait qu'il est le sien. Quelques élèves plus jeunes s'arrêtent dans un coin, silencieux, pendant quelques minutes, puis ils ressortent, le regard, pour ainsi dire, changé. En fin d'après-midi, Jenny apporte le bouquet de marguerites blanches au petit cimetière sur la colline ouest. La tombe de Lupita se trouve près d'un vieux saule, le vent souffle, les feuilles bruissent comme du papier. Elle n'apporte ni poème ni larmes, juste les fleurs. Elle s'agenouille et dépose chaque marguerite dans le vase en céramique près de la pierre tombale, ajustant le mouchoir en dentelle à la base. Sur la pierre tombale est gravé Lupita Garcia, amoureuse des mots et qui attendait autrefois d'être entendue. Jenny ne dit rien, ne prie pas, ne demande pas pardon. Elle sait que cette douleur n'a pas besoin d'être effacée, elle doit rester comme une cicatrice dont on se souvient. Une amitié qui a vécu, puis est morte à cause du silence. Quand le vent se lève, Jenny se lève et recule d'un pas. Les marguerites tremblent au vent, quelques pétales volent avec lui, tourbillonnant dans l'air avant de se dissoudre dans la pâle lumière du soleil. Si tu lis encore de la poésie quelque part, dit doucement Jenny, j'espère que le vent t'apportera ces mots, tardifs mais sincères. Elle se retourne sans se retourner, et le vent souffle. Cette fois, pas froid. Les nouvelles vont plus vite que le vent du printemps. En une semaine, l'histoire de Lupita Garcia a fait la une des journaux. Ce n'était plus seulement le cas d'une vieille personne disparue, classée dans un dossier de petite ville, mais le titre principal des sites web sociaux et éducatifs. Un professeur célèbre tue un élève, la victime est ignorée pendant 5 ans. Cette ligne est comme un couteau qui transperce le masque paisible, façon Tepostlan, que chacun croyait réel. Personne n'osait imaginer que, parmi l'école et ses rangées ombragées de saules, parmi les maisons empisées aux chaudes lumières jaunes, parmi les gens qui se saluaient chaque matin, se cachait une mort enfouie au plus profond du silence de la communauté.
Au petit café près de l'arrêt de bus, où les enseignants et les parents se réunissent les matins de week-end, les conversations ne tournent plus autour des prix, des devoirs ou des examens à venir, mais plutôt. Cette fille étudiait dans la même classe que ma fille, et pourtant je ne lui ai jamais posé de questions. Je me souviens de Lupita. Elle portait souvent un recueil de poésie. Une fois, elle en a même lu un passage à la classe, je pensais qu'elle était juste trop susceptible, et pourtant, nous laissions passer tout ça, comme si la disparition d'un enfant pouvait s'expliquer aussi simplement. Monica entend ces mots tous les jours. Lorsqu'elle marche dans la rue, s'arrête à la station-service ou va chercher son dossier scolaire. Elle n'intervient pas, ne corrige pas, elle laisse les gens ressentir ce qu'ils ont besoin de ressentir, quelque chose qui ne peut être ni forcé ni enseigné. Seule la perte permet de comprendre. Au lycée de Tepostlan, le directeur et le conseil des élèves organisent un forum d'écoute sur l'histoire de l'établissement, où les élèves peuvent s'exprimer sur des sujets qu'ils n'ont jamais osé aborder. Pas de table des professeurs, pas de discours, juste un cercle de chaises, des micros sans fil et une boîte en bois placée au milieu de la salle. Dites ce que vous craignez le plus. Une élève de seconde se lève, la voix tremblante. J'étais victime d'intimidation parce que j'aimais dessiner au lieu de jouer au football, mais je restais silencieux parce que je pensais, comme Lupita, que si j'étais différent, je serais ostracisé. Une fille de 10e année écrit sur un morceau de papier et le met dans la boîte. J'avais l'habitude de voir mon ami pleurer en sortant du cours de littérature, mais je ne lui avais pas demandé. Maintenant, je regrette de ne pas l'avoir fait. L'atmosphère n'est pas tendue, mais calme. Ce calme n'est plus aussi pénétrant qu'avant, mais plutôt celui d'une véritable écoute, où personne ne cherche à nier, mais cherche simplement à comprendre. Dans la bibliothèque de l'école, autrefois réservée aux livres et à la recherche, un petit coin appelé « le coin de Lupita » a été créé. Ici, pas de grandes images, pas de noms connus, juste une table ronde en bois, un vase de marguerites blanches et un épais cahier à couverture blanche. Sur la première page, on peut lire « Écrivez ce que vous avez peur de dire et laissez-le ici, là où quelqu'un est prêt à le lire. » Chaque jour, le cahier s'ouvre. Certains élèves y écrivent sur la tristesse familiale, d'autres sur la fatigue de vouloir trop être parfait, d'autres encore n'écrivent qu'une seule phrase. Lupita me manque, même si je ne t'ai jamais parlé. Le réalisateur ne donne aucune directive ni censure. Il laisse le carnet là pour que les mots qui n'ont jamais eu l'occasion d'être prononcés puissent désormais être enregistrés comme faisant partie intégrante de l'histoire. Une petite cérémonie commémorative a lieu samedi. Pas de journalistes, pas de long discours, seuls quelques anciens élèves, quelques professeurs, Jenny, Monica et Don Manuel sont présents. La cérémonie se déroule sur la colline aux Marguerites derrière l'école, désormais officieusement appelée la colline de Lupita. Tout le monde est assis en cercle. Pas de lampe de poche, pas de musique triste, juste chacun, debout, lit une prière, un poème, un souvenir de Lupita. Personne ne parle de la mort. Tout le monde évoque sa vie, les petits détails, la façon dont Lupita remit ses cheveux derrière son oreille, ou sa façon de s'asseoir contre le mur, lisant un livre, comme si elle avait peur de perturber la lumière. Quand vient le tour de Monica, elle ne brandit aucun papier. Elle se contente de regarder les marguerites blanches se balancer au vent. Puis elle dit doucement. Elle a été entendue. Enfin. Cet après-midi-là, Don Manuel rentre chez lui. Il ouvre le placard et en sort le journal intime que Lupita tenait au lycée, celui à la couverture en cuir marron, autrefois coincé entre les tiroirs du bureau. Il ne le lit pas, il le place simplement à côté du dernier journal, comme s'il réunissait deux parties d'une personne qui a vécu, rêvé, aimé et craint. Dehors, le vent souffle. La lumière du soir traverse la fenêtre en diagonale, créant un long trait sur la table. Il respire doucement. La ville est restée la même. Rien n'a changé. Mais, dans le silence, quelque chose a commencé à guérir. L'après-midi de fin de printemps à Tepostlan s'écoule plus lentement que d'habitude. Les jacarandas colorent toute la colline de pourpre, tombant à chaque rafale de vent, dessinant de douces rayures flottantes comme les soupirs du temps. L'air n'est pas glacial, juste un peu frais,
comme un léger contact sur la peau, pas douloureux, mais suffisant pour laisser un souvenir impérissable. Dans le cimetière de l'ouest de la ville, 3 personnes se tiennent silencieusement près d'une pierre tombale neuve. La pierre est propre et brillante, aussi simple que la personne qui repose en dessous, vécut autrefois Lupita Garcia, une amoureuse des mots, qui attendait d'être entendue. Don Manuel se penche et sort un petit objet de sa poche, le premier journal de Lupita, recouvert d'une toile grise argentée, où elle écrivait ses premiers poèmes, encore immature et maladroite. Il effleure la couverture du pouce, comme pour caresser une dernière fois les cheveux de sa fille. Puis il dépose le carnet au pied de la pierre tombale. « Tu n'as plus besoin d'écrire, Lupita, murmure-t-il. Tu as suffisamment écrit pour que les gens ne t'oublient pas. » Sa voix ne tremble pas, mais ses yeux sont rouges. Pas à cause des pleurs. Le temps des larmes est révolu. C'est juste que, dans ce regard, quelque chose est parti et est revenu. De l'autre côté du cimetière, Jenny marche, tenant un bouquet de marguerites blanches. Elle ne le dépose pas dans le vase sur la tombe, elle le garde. Puis elle se retourne et s'éloigne vers le petit chemin de terre qui mène à la rive, où Lupita avait l'habitude de s'asseoir pour lire à l'ombre du saule. Jenny marche seule. Elle ne dit rien, ne pense à rien, elle écoute seulement le bruit de ses pas se mêlant à celui du vent. Arrivée au bord de l'eau, elle s'arrête. La rivière est toujours aussi calme. Dans l'eau, les jacarandas tourbillonnent au gré du courant, comme s'ils racontaient des histoires dans une langue que seule Lupita comprend. Jenny ouvre la main. Le bouquet de marguerites blanches tombe, se disperse dans l'air puis atterrit doucement sur la rivière. Les fleurs s'envolent, tel un murmure qui se passe de son. Si tu lis encore de la poésie quelque part, j'espère que c'est dans un endroit où il y a du vent, des marguerites blanches et plus personne pour te faire peur, dit doucement Jenny. Elle s'assoit sur l'herbe pour la première fois depuis des années. Elle sent la tristesse qui l'habite ne plus hurler, elle demeure comme une petite braise, suffisante pour la maintenir plus profondément en vie. Au commissariat de Tepoztlán, Monica Rio est assise dans son bureau, la lumière de l'après-midi éclairant en diagonale le dernier dossier de l'affaire Lupita Garcia. Elle a rédigé un rapport complet et précis, conformément à la procédure, mais elle ne clôture pas le dossier immédiatement. Elle sort une feuille volante, écrivant à la main, non pour le dossier, mais pour elle-même. Je pensais que la justice était mon devoir, mais j'avais tort. Certains cas ne nécessitent pas de procès, mais plutôt une écoute attentive. Certains appels à l'aide ne sont pas assez forts, mais suffisamment réels pour anéantir la vie d'une personne si on les ignore. J'ai appris qu'écouter n'est pas seulement une compétence, mais une présence du cœur. Elle plie la lettre, sans l'envoyer à ses supérieurs, elle la place simplement dans son carnet personnel. La dernière note qu'elle écrit ici tient sur une seule ligne. Lupita est rentrée à la maison. Alors que le soleil commence à se coucher, la lumière couleur miel se répand à travers la voûte des saules, éclairant la tombe de Lupita. À côté du journal se trouve une petite photo plastifiée, Lupita lors de sa cérémonie de lecture de poésie en seconde, coiffée d'un bandeau blanc, souriant timidement sous les encouragements de ses amis. La lumière du soleil éclaire la photo, faisant resplendir ce sourire. Ce n'est plus un souvenir douloureux, mais une partie du vent chaud qui vient de souffler sur le cimetière. Don Manuel est assis sur le banc en bois voisin, fabriqué de ses mains et installé la semaine dernière. Il se penche en arrière et soupire, sans force ni déchirement, comme quelqu'un qui a enfin posé ses bagages après un long voyage. « Tu es à la maison, n'est-ce pas, Zrenia ?» Il n'y a pas de réponse. Mais, dans le vent, dans le soleil de l'après-midi et dans son cœur, quelque chose acquiesce. La ville de Tepoztlán est restée la même. On y trouve toujours des gens au marché, des étudiants à l'école, des jacarandas qui tombent chaque jour. Mais à l'intérieur, quelque chose a changé. Il n'y a plus autant de promesses, mais davantage de hochements de tête lorsque quelqu'un veut partager. Plus d'écoute, au lieu d'évitement. Lupita n'a pas vécu assez longtemps pour le voir, mais grâce à elle, la ville commence à réapprendre à s'écouter. Et, pour Don Manuel, pour Jenny, pour Monica et pour tous ceux qui ont croisé Lupita dans leur vie, ils ont appris à accueillir une personne avec des souvenirs, avec amour,
et à ne plus jamais tourner le dos à la douleur.